Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison où on va discuter du sujet les plus intéressants les uns que les autres. Le podcast est présenté par Wavency, la SDC District Central et Mon Événement. Bonne écoute! Hey, salut tout le monde! Re-bienvenue à un autre enregistrement d'un épisode numéro 2, podcast Apéro RH. Aujourd'hui, on a parlé d'expérience employée et comment les dynamiser et les mobiliser. Super intéressant. C'est un bel épisode. Ouais, très bel épisode, très large, gang. Fait que, pour vrai, si vous êtes relativement nouveau dans le domaine des ressources humaines, que vous êtes gestionnaire, que vous êtes employé, que vous voulez juste en apprendre un petit peu plus, vraiment un super épisode pour être initié à l'expérience employée parce que, vous allez voir, c'est super large. On en a appris beaucoup. Même ça a fait un genre de refresh, même pour moi qui avais déjà fait des épisodes sur les saisons 1 et 2 sur l'expérience employée. On dirait que ça l'a emmené d'autres points, mais ça a aussi fait un refresh des connaissances. Absolument. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est comme tellement important, qui nécessite qu'on en reparle et qu'on en reparle. Mm-hmm. Puis les deux invités aussi étaient absolument extraordinaires. On dirait qu'ils se connaissaient depuis toujours, puis ils se connaissaient pas du tout. Fait que vous allez voir, la dynamique, elle est très bonne. Puis j'aimerais remercier la SDC District Central, partenaire dans le fond, le podcast et de l'événement en présentiel, ainsi que Mon Événement et Wavency. Bon épisode! Salut! Hey, salut tout le monde! Re-bienvenue, bienvenue à cet épisode d'Apéro RH. On parle de quoi aujourd'hui, Maude? On parle d'expérience employée. C'est un sujet qui revient à presque toutes les saisons d'Apéro RH, mais c'est un sujet qui est nécessaire parce que c'est tellement large que je pense qu'on va avoir des bons sujets et plein de discussions aujourd'hui. Là. Oui, je pense que oui, on va essayer de toucher un peu à tout. Et d'offrir des belles ressources à nos écouteurs. À nos écouteurs. Tu sais que j'ai des oreilles. À nos auditeurs, je recommence. Non, j'ai même pas besoin. À nos auditeurs, notre auditoire, mon accent ressort enfin. C'est vraiment bien. Fait qu'on va vous laisser vous présenter. Je vais commencer à ma droite ici avec Maggie Daprato. Vas-y, Maggie. Salut tout le monde. Moi, je suis Maggie. OK, vraiment comme ça, hein? OK. Fait qu'il faut chanter I'm Alive at some point. Faut chanter du Céline. OK. Bon, peut-être à la fin ou à la fin du drink. Donc, moi, c'est Maggie. Ça fait 12-13 ans là, que je suis en ressources humaines, toujours dans des postes plus généralistes. Ma passion, c'est vraiment le HR Business Partnering, d'où, l'expérience employée, là, elle est ultra importante, je pense, dans ce rôle-là. Puis voilà, très passionnée par mon métier. Puis, aussi amie de Myra. Donc, oui, on se connaît. On a-tu le droit de le dire? Non, j'ai pas triché. Elle est très compétente. On l'a choisie pour une raison, la gang. Mais bref, on a parlé de nos projets communs. Puis, ça me fait plaisir d'être ici là, pour amener mon humble grain de sel. Alex Philbert-Smith. Je suis consultant en ressources humaines, en fait, chez l'ORH. Je suis team lead également. Donc, moi aussi, pratiquement une dizaine, toi un petit peu plus, là, mais pratiquement une dizaine d'années déjà en RH, ça va vite. J'ai débuté vraiment en recrutement à haut volume, en agence. J'étais allé aussi en entreprise. Puis, je voulais vraiment revenir en mode consultation. Donc, j'ai touché beaucoup de marques employeurs également dans les dernières années. Donc, on a touché l'expérience employée. Donc, je suis content d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. C'est quoi ton rôle principal en ce moment chez GoRH? Tu l'as nommé un petit peu, mais en tant que tel, les tâches que tu effectues? Là? Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a le volet généraliste. Donc, on accompagne, en fait, on fait de l'impartition dans les entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises. Donc, ça peut vraiment aller de l'audit RH jusqu'à l'accompagnement à la définition de la stratégie politique, conseil de gestion, puis des fois, sur certaines expertises en particulier, comme la rémunération, justement, ou la marque employeur. Excellent. Là, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Expérience employée. Là, on a plusieurs termes. Là. Expérience candidat, expérience employée, culture d'entreprise. Maggie, j'aimerais t'entendre un petit peu sur, en mettons, 2-3 bullet points. Là, pour toi, l'expérience employée, ça représente quoi? Oui, c'est une bonne question. Déjà, je pense que chaque entreprise peut se poser la question, pour eux, ça veut dire quoi, l'expérience employée? Parce que d'une entreprise à une autre, ça peut vouloir dire des choses différentes. Je pense entre expérience candidat et employé, évidemment, un candidat, c'est avant que la personne arrive dans l'organisation, employé par la suite. En gros, Myra est au courant, un de mes adages, c'est, perception is reality. Comment que les personnes se sentent à travers tout le cycle de l'employé. Donc, du moment qu'ils ont une première interaction avec nous,
Puis la première interaction, parfois, c'est même pas nous qui l'avons directement, mais c'est j'ai entendu parler de l'organisation, un collègue y travaille, un ami, une réputation, un commentaire Glassdoor. Donc, dès le début, à travers le cycle employé, donc, lorsque la personne après se joint dans l'organisation, le onboarding, le day-to-day avec le gestionnaire, avec l'équipe, les performance reviews, vraiment tous les processus là où les grandes activités, je dirais, qui vont jusqu'à l'offboarding. Puis tout ça ensemble, ça fait l'expérience employée. Puis comme le cerveau humain est fait, on se rappelle souvent beaucoup du début et de la fin, un peu moins du milieu. Donc c'est super important d'engager les gens à toutes les étapes du processus, mais c'est très important aussi, les premières impressions, comment que la personne s'intègre dans l'organisation, parce que c'est comme ça qu'elle développe on dit en anglais le sense of belonging, là, le sentiment d'appartenance. Et aussi, comment ensuite on quitte la relation. Peu importe la fin, comment qu'on le fait pour que la personne ait un souvenir positif de l'organisation, parce que ça aussi, ça atteint la réputation. Fait que, de façon générale, je dirais que c'est ça. Et de façon plus personnelle, comment moi je la définirais, c'est comment l'employé va au final se sentir accompagné au day-to-day, comme je mentionnais tout à l'heure, mais au sens de est-ce que je suis vue, est-ce que je suis entendue, est-ce que j'ai l'impression qu'on care pour moi, puis mon parcours dans l'organisation. Puis ça, je pense que ça fait toute la différence entre un employé engagé ou désengagé, puis un employé qui va vouloir progresser et ou faire l'extra mile dans l'organisation. Non, j'adore tout ce que tu dis. Puis Alex, je suis curieuse de t'entendre rebondir là-dessus. Mon Dieu, que dire après ça? La réponse est excellente. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Tu as parlé beaucoup du cycle de vie de l'employé, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour l'employé? Oui, il y a tous les avantages, les conditions de travail, la rémunération globale. Mais je pense qu'au travers de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait également pour l'employé. Donc, quand on pense à la théorie de l'autodétermination, quand on pense au modèle Tremblay-Simard, de comment on peut mobiliser, donc vraiment valider les deux axes, en fait, de l'expérience employée, travailler autant sur la motivation, le développement de compétences, est-ce que je me sens bien avec mes collègues, mon équipe, mon gestionnaire, est-ce que j'ai l'appui de l'organisation, est-ce que je me sens autonome dans mon poste, est-ce que j'ai une affiliation sociale, est-ce que avec l'équipe, tout ça. Puis vraiment la mobilisation, donc est-ce que j'ai de la reconnaissance, du soutien, est-ce que je suis dans un bon climat de travail? Dans l'analyse de l'expérience employée, on peut faire un diagnostic de travail également. Donc oui, c'est tout ça. C'est assez complet quand même. J'ai très bien compris. Je suis très d'accord avec tout ça. Donc concrètement, si on y va par étapes, comment est-ce que vous expliqueriez, comment est-ce que vous définissez une expérience employée réussie? C'est large, là, on s'entend, là, mais pour vous, là, de vos observations, de vos expériences, comment est-ce que vous décririez là, une expérience qui a été réussite? Si je peux me permettre, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est KPI, là, donc par exemple, si on mesure le fameux INPS qu'on voit de plus en plus, les sondages, l'année après année, donc l'évolution également, la satisfaction des employés, quand on va vraiment les sonder, donc autant la donnée satisfaction quantitative, que la qualité quand on est dans des focus groups ou dans des entrevues individuelles. Mais je pense qu'il faut remarquer aussi, il faut être capable de valider, en fait, les comportements. Est-ce que nos gens adhèrent à nos valeurs? Ça, j'aime ça, oui. Oui. Le comportement. Exactement. Donc, peut-être ce qui n'est pas mesurable dans un fichier Excel ou dans une note, mais vraiment, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les gens sont impliqués? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils partagent leurs idées? Est-ce qu'il y a du co-développement? Est-ce qu'ils challenge aussi les pratiques à l'interne? Est-ce qu'ils donnent leurs idées, tout ça? Fait que moi, c'est vraiment au niveau de KPI et comportement. Je pense qu'il faut aller chercher un hybride des deux et non mon climat est à 88% de satisfaction globalement. Là. Maggie, pour toi? Très aligné avec ce que tu viens de mentionner. Je pense que c'est difficile, réussi, pas réussi. Il n'y a pas évidemment là, une dichotomie entre les deux. Je pense que ce qui fonctionne vraiment, c'est l'idée de cohérence. C'est-à-dire, tu joins une organisation qui mentionne sur leur site web qui a telle valeur et tu crois faire tel poste, être accompagné par un gestionnaire, selon ton impression qui est comme ça, une équipe de telle façon, etc., etc.
Bon, évidemment, je pense que tout le monde se lève avec des bonnes intentions le matin. On comprend qu'il y a des changements. Mais si tu retrouves cette idée de cohérence-là, que lorsque tu fais ton onboarding, puis tu as, comme on dit en anglais, là, un check-in avec soit l'équipe RH, ton gestionnaire, puis qu'on dit, bon, versus ce à quoi tu t'attendais, avec ton équipe, ta tâche, ton rôle, je veux dire. Ton équipe de travail, tes objectifs, comment tu te situes versus ce que tu croyais. Plus que de cohérence, là, je parle l'exemple de l'onboarding, mais plus que de cohérence là, tu, entre guillemets, tu marques des points. Là, tu es dans la cohérence. Fait que quand tu es dans la cohérence, ben, ça va globalement bien. Plus que tu es capable d'avoir cette cohérence-là, c'est-à-dire un gestionnaire qui fait ses check-ins avec l'employé puis qui dit, OK, bon, ça va bien, oui, ça va bien, OK. Là, en ce moment, j'ai du feedback constructif, bon, on le partage. Donc, on est sur la même longueur d'onde, bien ça crée cette cohérence-là. Moi, j'ai joint une organisation qui avait telle valeur. Je vois une équipe de leadership qui véhicule et qui vit ces valeurs-là. Et là, je suis vraiment en cohérence. Si tu vois pas ça, par contre, là, ça crée quelque chose d'autre qui, au fil du temps, peut devenir de la frustration, de l'incompréhension, du désengagement, etc. Fait que moi, je pense que cette idée de cohérence-là est très vraie. Et après, ben, il faut pas juger nécessairement, comme tu dis, avec les KPI, les personnes sont restées seulement 1 an, 2 ans dans l'organisation, nécessairement, c'est négatif. Chaque organisation a son industrie, ses objectifs, donc c'est différent pour chacun. Je pense que c'est d'avoir effectivement des bons KPI qui sont adaptés à l'organisation, ça, je pense, qui est le plus important. Puis ensuite, aller chercher le volet qualitatif, comme tu mentionnais, là, qui est super important, puis aller valider un peu cette perception-là, puis dire, bon, ben qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez là, quand on fait ces changements-là? Donc ça, c'est important tout au long, la cohérence. Puis comme je le mentionnais, ben c'est vraiment là, du début à la fin, il faut avoir cette cohérence-là. Puis we need to walk the talk. Puis si on le fait pas, je pense que c'est très difficile d'avoir une expérience qu'on va dire réussie. Si on a été cohérent de façon générale dans l'ensemble, je pense que la personne, si elle quitte l'organisation ou 10 ans plus tard, elle a un stay interview, puis elle parle avec l'équipe RH, un gestionnaire, un dirigeant, ben elle va dire, tu sais, franchement, je regarde mon parcours, puis it makes sense. Je suis content, je suis satisfait. Puis évidemment, ben, est-ce que j'ai eu à travers ça, là, ça c'est un autre volet parce que l'expérience employée, c'est très large, mais est-ce que j'ai eu des opportunités? Est-ce qu'il y a eu de la confiance? Est-ce que j'ai été dans un environnement qui était fair? Donc là, on tombe plus dans le DEI aussi. Donc, c'est très, très vaste, mais pour moi, l'idée de cohérence, c'est un peu la toile de fond, là. OK, fait que je fais du pont là-dessus parce que là, j'ai une question qui me vient. Parce que ce que j'aime beaucoup à date, c'est que vous avez 2 points de vue très différents. Donc, un point de vue peut-être plus axé sur la force d'employé et un point de vue peut-être un petit peu plus axé sur le leadership. Fait que les gens qui sont en poste de gestionnaire. Donc, on a parlé de KPI et j'entends que cohérence et comportement sont peut-être un petit peu plus le qualitatif à observer. Que sont des KPI concrètement que vous priorisez? On est alignés, Maude. Fait que c'est quoi concrètement, là, peut-être de vos 2 points de vue ou si vous voulez vous compléter? C'est quoi le KPI, whatever, qui est primordial? Là? C'est quoi le benchmark? On a parlé de NPS, on connaît bien, mais on s'entend que le NPS, c'est quand même peut-être juste une base, ça te donne une bonne idée, puis après ça, tu vas lire le fameux feedback. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ressortent? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas peut-être c'est quoi le NPS, peut-être que vous pourriez élaborer. Oui, je peux aller. En fait, c'est le Employee Net Promoter Score. Donc, en fait, la probabilité de recommander l'organisation à ton entourage. Donc, on invite en fait les employés à coter, en fait, une probabilité de 1 à 10. Donc, la probabilité de recommander à leur famille, amis, etc. Donc, ce qu'on veut, en fait, puis encore là, on pourrait débattre sur quelle est la zone, là, mais généralement, 1 à 6, dans le fond, c'est les gens démobilisés, les détracteurs, les 7 et 8, les gens qui sont plutôt neutres, donc ils vont avoir une tendance à pouvoir se faire influencer positivement ou négativement. Donc, on est dans une zone d'opportunité, puis on a les ambassadeurs, donc ceux qui vont dire, ben 9 chances sur 10 ou 10 chances sur 10, je te recommande. Donc, on veut des promoteurs. Idéalement, mais c'est pas juste ça. En fait, c'est de calculer en pourcentage. Donc, tu fais tes promoteurs moins tes détracteurs, ça va te donner un résultat. L'objectif, c'est être au-dessus de 0 et non en dessous. Parce que quand tu es en dessous de 0, tu as une masse critique, en fait, de détracteurs, de gens qui ne sont pas mobilisés, qui ne sont pas satisfaits de leur expérience employée.
Moi, personnellement, je pense que c'est une mesure très importante qui me parle beaucoup. Mais encore là, il faut aller vraiment valider est-ce qu'on a eu des départs dans un département parce que le gestionnaire... Moi aussi, je suis très aligné sur le leadership de l'organisation, puis on oublie souvent que les gestionnaires, ce sont des employés aussi à la base. Oui, je voulais pas dire... qu'il faut leur donner du soutien, tu sais, vraiment, exactement. Non, je comprends. Mais je pense qu'on est vraiment alignés, là. Mais c'est ça, effectivement. Donc, oui, il y a ça, mais peut-être qu'il y a des facteurs, en fait, qu'il faut faire des petits réajustements dans l'équipe, dans un département ou sur un site en particulier. Donc, oui, ça donne le beau portrait, mais il n'y a pas juste ça. Il y a peut-être des trucs derrière ça, là, carrément. Non, tout à fait. Puis, ben, pour revenir là, à l'ensemble de notre discussion, je pense que c'est un sujet tellement vaste que c'est un peu difficile de ratisser. Fait qu'on va peut-être un peu faire du... C'est une expertise en tant que telle, équipière. Ouais, donc, mais peut-être pour faire du chemin, tu sais, sur ce que tu as mentionné, le INPS, il est fondamental, il faut le comprendre. Puis, ce qui est le plus important, c'est ce que tu as mentionné, c'est qu'il faut le décortiquer pour essayer de comprendre vraiment c'est quoi versus la mesure à l'instant T. Il y a aussi, ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'il y a des outils qui permettent aujourd'hui aussi de te comparer versus l'industrie. Fait que dépendamment des outils SIRH que tu vas avoir ou tes outils d'HR Analytics, tu vas pouvoir voir, bon, mais dans telle industrie, là, ça, c'est un petit peu plus normal comme INPS. Je vais arriver au taux de rétention, au taux de roulement dans quelques secondes. Mais ça, c'est vraiment important. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après, ben, comme équipe RH, quand on va regarder, bon, ben, où se situent nos gens? Parce que, bon, l'idée, c'est que si tu imagines un bateau, tu en as, comme il mentionnait, 2, 3, bon, peut-être 4 qui sont plus des tracteurs qui essaient de faire couler le navire. Tu as les gens un peu plus neutres au centre. Et tu as les promoters, les ambassadeurs de l'autre côté. Ces gens-là, c'est eux, au centre, c'est eux qu'il faut essayer d'aller chercher pour amener. Fait que c'est beaucoup au-delà de la mesure qu'est-ce qu'on en fait, mais effectivement, au-delà du chiffre, c'est toute cette richesse-là de cette donnée-là qui est puissante, et d'essayer d'aller chercher plus loin. Donc, comme tu mentionnais, dans l'équipe, il se passe quoi? Donc, pour revenir sur ta question, au-delà du INPS ou aller creuser, c'est l'engagement, mais par équipe, exactement. Par exemple, par gestionnaire, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, tu dis, OK, on a un problème là. Donc là, ta donnée devient beaucoup plus puissante. Fait que c'est beaucoup ce que tu en fais qui est important. Évidemment, après ça, le taux de roulement. Moi, il y a une donnée que je trouve qui n'est pas assez évaluée, mais qui parle beaucoup d'une santé organisationnelle. On parlait des valeurs tantôt. Moi, c'est « music to my ears ». Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais je crois que quand il y a de l'imputabilité organisationnelle, ça, c'est à tous les niveaux. J'aime le mot imputabilité. Ownership ou accountability, là, bon, c'est des synonymes, mais si on fait ça simple, là, c'est comme organisation, we walk the talk, comme je mentionnais, on est responsable. Les décisions qu'on prend, on les prend avec le courage managérial qui est très difficile à avoir parce qu'on peut comprendre certaines situations super difficiles pour une équipe de gestion, de direction. Puis ensuite, ben, ça fait soit un cercle vertueux ou vicieux. S'il y a de l'imputabilité at the top, dans l'équipe de direction, ben là, ça peut se refléter sur les équipes, cascader sur les équipes de gestion et ensuite sur les gens. Parce que là, on peut dire, bon, nous, nos employés, on a une nouvelle génération, ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Bon, est-ce qu'on les a responsabilisés? Est-ce qu'on les a... Les intergénérations. Ouais, est-ce qu'on les a empowerés? Là, évidemment, on est dans le stéréotype, mais c'est un peu ça l'idée. C'est s'il y a de l'imputabilité organisationnelle puis qu'on est capable d'évaluer ça. Là. Est-ce que ton gestionnaire, tu peux faire des questions très simples. Est-ce que ton gestionnaire il a été check-in avec toi? Est-ce qu'il te donne du feedback? Bon, fait que cette imputabilité-là ou cette responsabilité-là qu'on a à tous les niveaux, si elle est là, elle est mesurée, puis qu'on fait des suivis, je pense que si les gens votent positivement ce genre de questions-là, ça te donne un bon indice de la santé de l'organisation. Je pense aussi, j'adore ce que tu dis, encore une fois, puis je pense que c'est de la qualité que ton sondage est fait également. Puis c'est quoi la qualité de tes questions? Tu sais, on parlait du cycle de vie de l'expérience employée tout à l'heure, on parlait de la théorie de l'autodétermination, etc., le climat, mais il faut que tu es capable d'identifier chacune de ces sections-là. Tu sais, si tu vas avec 12 questions généralistes, t'as-tu aimé ton inclus intégration? Ça me dit pas grand-chose. ça te prend de la viande, tu as besoin de concret. Exactement. Encore là, il faut monter des sondages, c'est une expertise, c'est une compétence, le RH. De votre côté, est-ce que vous voyez une grosse différence entre culture d'entreprise et expérience employée? Si oui, c'est quoi les différences que vous y voyez, Alex?
Super intéressant. Je reviens au sondage. C'est vraiment intéressant de faire l'autodiagnostic aussi au niveau de la direction. Donc, des gens qui définissent, en fait, la stratégie, qui vont avoir le leadership là-dessus. Puis d'aller questionner la même question, mais au niveau des employés. Puis savoir est-ce qu'il y a un écart de perception. Parce que mission, vision, valeur, on en parle depuis tantôt. Là, je pense que c'est un sujet qui nous passionne tous et toutes ici. Mais tu peux la définir. Tu peux avoir le bon vouloir... mais au final, c'est pas ça qui se vit sur le terrain. Encore là, je reviens à la formation des gestionnaires. Tu es un directeur dans un bureau, tu définis mission, vision, valeur, tu engages une firme pour t'aider. Tu ne formes pas le gestionnaire là-dessus. Quand tu définis tes processus, tu t'impliques pas ta mission, vision, valeur dans tes processus, dans tes différentes étapes. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un écart de perception. Fait qu'encore là, moi, je trouve que c'est un KPI quand même assez intéressant pour valider la stratégie, est-ce qu'elle est déployée sur le terrain? Puis encore là, on parlait de sondage, la fragmentation des données, est-ce qu'on va par équipe? Bon, il y a une notion de confidentialité aussi, puis selon le volume, le nombre d'employés dans une équipe, là, bien sûr, mais ça, c'est un autre sujet. Mais... Encore un autre sujet qui fait partie de l'expérience on va rester employée. là jusqu'à demain matin. Mais je pense que c'est une bonne méthode de voir vraiment est-ce que notre stratégie, c'est réellement ce qui est vécu sur le terrain. Puis, je reviens à la fragmentation des données. On peut déterminer justement par département, par manager, par site. Bien, est-ce qu'il y a encore un écart de perception pour revenir, pas taponner sur le gestionnaire puis dire c'est sa faute ou quoi que ce soit. Mais je pense que le rôle du gestionnaire devient de plus en plus du leadership aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais je pense qu'on est dans le concret là, en ce moment, en 2024, là, carrément. Donc, ça nous permet de faire notre plan d'action par la suite. Là, moi, je vous écoute parler, puis il y a quand même un gros volet de nos auditeurs qui, sont en RH, sont dans les organisations qui sont quand même, peut-être on parle de 100 employés et plus. Comment ça s'applique l'expérience employée dans des plus petites PME? Je vais prendre l'exemple de Wavency. On est 8 personnes. C'est pas quelque chose on n'a pas quelqu'un en RH à l'interne. Si on a des propriétaires d'entreprise qui nous écoutent, qui doivent, par l'entremise, moi, par exemple, s'occuper des ressources humaines, comment on l'applique selon vous? Parce qu'on s'entend que les KPI que vous me nommez, c'est tout pour la plupart plus ou moins mesurable de mon côté avec 8 personnes. On s'entend, les statistiques vont être plus difficiles à avoir. Qu'est-ce que vous recommandez à ce niveau-là? Si je peux me permettre. De ce que je vois, en fait, dans ce qu'on voit dans la pratique, je trouve que les petites organisations maintenant veulent vraiment... Tu sais, un highlight de l'année, c'est qu'on a aidé une entreprise qui n'était même pas ouverte encore, qui allait ouvrir à l'automne. Puis définir déjà sa mission, vision, valeur, son manuel de l'employé, quelle expérience qu'elle lui offrir, parce que dans le fond, il y a une relation aussi avec l'expérience employé, l'expérience client et vice-versa. Fait que souvent, on entend justement un peu, je suis trop petit pour faire ça, on n'a pas ces capacités-là. Là vient de l'innovation, puis comment tu te distingues par rapport à ta culture organisationnelle aussi. Fait que je pense que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas rien faire non plus également. Mais je pense qu'on le voit de plus en plus que les petites organisations veulent vraiment s'assurer d'avoir des politiques, un manuel de l'employé, processus d'accueil et intégration, d'avoir une checklist des moments clés de l'accueil et intégration. L'accueil et intégration, c'est un moment fort également, comment on donne du soutien. La formation, même si on est 15, on peut renouveler notre catalogue de formation qu'on fait annuellement à nos équipes. On évolue, on veut développer ses compétences, tout ça. Fait que je pense que c'est... La game change, je pense, même dans les petites organisations, parce qu'on se challenge beaucoup plus qu'avant. Et non, on est 10 employés, on n'a plus besoin de ça. Je pense que ça se renverse en ce moment. Déjà depuis quelques années, mais encore là, je pense qu'il y a un momentum en ce moment aussi. 100%. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis très d'accord, très d'accord. Nous, pour l'instant, chez Moore, on est juste 2. On s'auto-évalue quotidiennement, je dirais. Mais je dirais aussi... je pense que c'est de ne pas avoir peur d'avoir comme les grosses conversations dès le début. Aussi, parce que mission, vision, valeur, oui, mais ça ressemble à quoi concrètement? Fait que l'appliquer en petite entreprise, peut-être que c'est pas une métrique spécifiquement, mais de donner des exemples de comportement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, c'est sûr que Marie puis moi, on essaie d'intégrer ça le plus possible. Mais c'est ça, on est juste 2. Fait que... Un des exercices, tu me fais penser qu'on a fait au chalet Wavency, ça, je pense que ça fait partie de l'expérience employée, mais on a ressorti toutes nos valeurs, on les communique souvent, mais là, on va les ressortir pour l'occasion du chalet. On a fait écrire tout le monde, ça représentait quoi comme exemple concret, c'est bon, ça. cette valeur-là. C'était un de tes conseils que tu m'avais donné. Mais après, au-delà de ça, ça a été le highlight de tout le monde, par-dessus le concours de cocktail, là, mais même là, cet exercice-là. Hey, dans un chalet... Ça a dépassé le concours de cocktail. Cet exercice-là a dépassé le concours de cocktail dans mon sondage de satisfaction du chalet. Puis, ça a été qu'on s'est dit, il faut trouver pour chacun d'entre nous
qui la valeur la plus forte. Fait qu'on a fait un tour de table, fait qu'on a fait comme, OK, ben, par exemple, Alex, toi, c'est vraiment le côté humain. Pourquoi? Parce que avec tel client, tu as réagi de telle façon, puis tout le monde se faisait faire des compliments par tout le monde, un après l'autre. Il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui... Mais juste de recevoir des compliments comme ça, reliés aux valeurs de l'entreprise, ça a été un coup de cœur. Fait qu'en tout cas, mais je pense qu'il y a un lien aussi. Tantôt, on parlait du NPS, là, les détracteurs et les promoteurs, mais ce que tu viens de faire, c'est reconnaître les promoteurs et les ambassadeurs, parce que dans ton équipe, tu dois savoir à qui te référer. Quand tu es un gestionnaire, c'est qui que je vais aller quand il faut que j'innove, quand je suis créatif. Tu as toujours un représentant TI de ton équipe, qui va me challenger sur mon livrable, ma présentation, ma formation, etc., peu importe quoi. Là. Mais oui, tu as nommé des ambassadeurs, puis ça fait partie de l'expérience employée en soi. Là. Non, définitivement. Bravo. Merci. Donc, on n'a même pas commencé les questions, la gang. Mon Écoute, Dieu. on a couvert... Ben oui, mais je suis sûre qu'on a couvert des points. Ben oui, on a couvert des points. C'est sûr que... L'aspect reconnaissance et récompense, justement, on a parlé un petit peu on en a brièvement parlé, là, mais de votre côté, justement, peut-être des bonnes pratiques ou des pratiques qui sont actuelles aussi, en prenant le mode hybride en compte que beaucoup d'organisations ont actuellement. Avez-vous des exemples de réussite peut-être qui pourraient être partagés aux gens qui nous écoutent? Vas-y. Je vais faire du chemin un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, l'idée, là, c'est que je peux me permettre la parenthèse, dans chaque organisation, il y a les forces et faiblesses ou inconvénients qui viennent avec le setup, c'est-à-dire la taille de l'organisation, l'industrie, peu importe. L'idée, c'est d'aller chercher les forces de ça. Fait quand on est 8, effectivement, tu sais, l'idée, en ressources humaines, je pense pas que c'est juste de checker les box. Il y a des bonnes pratiques de base, comme tu le mentionnais. OK, qu'est-ce qu'on fait dans une intégration? Qu'est-ce qui est utile? OK, avoir une checklist. Qu'est-ce qui est des bonnes pratiques de gestion? OK, ça, c'est comme la base. Mais ensuite, quand tu es plus petit, puis ça va, je vais venir à la reconnaissance dans 2 secondes, bien là, tu as une super belle opportunité que tu as un plus grand contrôle sur ta culture. Dans quelle direction on va? Qu'est-ce qu'on valorise, nous, comme organisation? Puis ce qui est le plus important, puis plus à la mode, c'est d'avoir des meaningful connections. Puis là, on va parler sûrement à un moment donné aujourd'hui de l'intelligence artificielle, là. Mais quand tu as une petite boîte, bien, ce sentiment-là de te sentir connecté puis d'avoir de l'impact sur les résultats de l'organisation, comment on influence positivement peut-être la communauté, etc., bien là, tu vas en chercher de l'engagement là. Fait que c'est toujours une idée d'éviter le one size fits all puis de dire, OK, moi, dans mon setup, donc ma taille d'entreprise, mes objectifs d'organisation, mon industrie, les moyens financiers qu'on a, c'est quoi mon setup? Qu'est-ce que je peux me permettre? Qu'est-ce qui est plus difficile? Puis de là, OK, où je peux aller chercher des forces pour aller engager mes gens? Puis ensuite, tu peux le mesurer. Si tu peux pas le faire de façon quantitative, tu peux le faire de façon qualitative quand tu fais tes check-ins avec tes employés, à nouveau, à tous les moments du cycle pour voir, OK, are we trending better, worse ou neutre? Puis ensuite, tu avances. Fait que pour en venir à la reconnaissance, pour une petite organisation, vous avez parlé des valeurs, je pense que ça, c'est un de mes volets favoris tout le temps. Pourquoi? Parce que tu connectes au meaning, à ce qui connecte au cœur. Fait que là, quand tu es capable de faire ça, c'est pas le même genre de reconnaissance ou de pratique que les pratiques formelles. Il y a des très bonnes pratiques formelles qu'on peut tous trouver en faisant une recherche Google ou etc. Mais à nouveau, puis elles sont pertinentes, elles sont valables. Mais l'idée, à nouveau, c'est de dire, partons d'une bonne base qui fonctionne bien. Less is more, idéalement, parce qu'à moins que tu sois une immense organisation que tu peux dire, on va avoir 42 programmes, puis les gens vont, pick and choose. Une bonne base, solide, sans qu'il y en ait trop. Puis ensuite, à nouveau, qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Fait que moi, je trouve que beaucoup, les valeurs, ça fait beaucoup de sens. Si c'est une immense organisation, pareil, tu peux le faire par département, par fonction. Puis donc ça, c'est un volet que moi, j'aime beaucoup, côté reconnaissance. Puis l'autre volet que je trouve qui est très puissant, c'est le volet spontané. C'est-à-dire, dans ton droit de gérance ou comme équipe RH, de dire, une personne a fait un extrêmement bon coup. Oui, il y a l'évaluation, peut-être une promotion, etc. Mais le pouvoir que ça a de dire à nouveau, je reviens tantôt, je te vois, je vois l'impact que tu as eu sur tel. Ça fait beaucoup de semaines que tu travailles. Là. Va au restaurant avec ton partenaire ou ta partenaire. Ça a un gros impact. C'est concret, c'est visible. Mais c'est aussi adapté à la personne, à son effort, ou adapté à ce qu'elle désire. Il y a la reconnaissance, exemple, qui fonctionne très bien. Les awards, on en a fait par le passé, des rounds créatifs et tout ça, ça parle beaucoup aux gens, surtout quand ça vient des pairs ou de la direction. C'est visible, c'est public, mais ça n'aura pas le même impact dépendamment de ta personnalité. T'sais. Puis quand tu es un gestionnaire, un collègue, puis que tu veux faire cette reconnaissance-là,
ben l'idée, c'est à nouveau de t'adapter à la personne devant toi. Moi, je pense que c'est ce genre de pratiques-là qui ont de l'impact parce qu'il y a du meaning, il y a de la personnalisation. Fait que c'est comme ça que it's home, tu sais. Puis pour personnaliser, en fait, moi, tu sais, comme reconnaître, c'est connaître. Si tu ne connais pas ton employé qui est devant toi, comment tu veux lui donner de la reconnaissance, que ce soit de la reconnaissance individuelle, donc reconnaître la personne. Tu sais, ton mère monoparentale, demain matin, une semaine sur deux, tu as besoin d'arriver à 9h au lieu de 8h30, pour mettons qu'il y a des horaires formels. Tu sais. C'est reconnaître la personne, tu sais, son besoin de conciliation famille-travail qui fait partie de l'expérience employée, son investissement. Il fallait finir un rapport pour vendredi, tu as travaillé 50 heures au lieu de 40 heures. Donc, avant de reconnaître même le résultat, là, tu parlais de performance, c'est « Hey, merci de ton investissement, je vois cette semaine t'as bûché. C'est grâce à toi qu'on est arrivé. » Merci, mais c'est cette relation-là de proximité qu'on doit avoir avec les employés pour être, comme tu disais, puis 100 000 % d'accord là-dessus, si 100 000 % existe, mais de personnaliser, c'est ça, c'est une approche humaine. Tu sais, c'est comme quand ton chum, ta blonde, fait le lavage toute la semaine. Tu vas lui dire merci, tu sais. Ben, c'est la même affaire, là. Tu sais, faut être près des gens. Là. Vous me faites penser, tu viens de dire proximité. Justement, tu sais, la limite dans la proximité un petit peu, quand même, c'est un sujet glissant. Oh, très vrai! Bon, je retombe à mes exemples, mais ça reste que la plupart de mon équipe a mon âge. Donc, c'est sûr que moi, de mon côté, d'avoir on est encore une petite équipe et qu'il n'y a pas nécessairement de problématique quelconque reliée à ça pour le moment. Mais quand même, tu sais, des fois, c'est à quel point je vais être chill. Tu sais, il y a cet aspect-là. Comment vous voyez ça? Parce que plus que le temps avance, plus je sens que cette barrière-là de proximité patron-employé est portée à vouloir pas disparaître, mais les gens veulent moins de cette barrière-là, mais il faut quand même garder... Mais c'est déstabilisant aussi si vous grandissez, vous évoluez. Tu peux pas juste... Tu sais, t'as pas la même relation avec un nouvel employé qui va rentrer parce que vous t'embauches... Tu sais, pour contexte, Maggie et moi, on a embauché des cohortes de... Ben, des cohortes de quoi? 20? 20? En même temps, la relation peut pas être la même que quand on a commencé. Puis on était 15. Et même nous comme équipe, fait que c'est... excusez, je suis hijackée, là, mais ça me passionne. Voilà, c'est ce qui conclut la première partie. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine. Reste à l'affût pour ne pas manquer la suite.